Bonjour, bonsoir, plutôt la médiation. Amel, bonsoir, ça fait longtemps. Ça me fait plaisir de vous retrouver là parce que, enfin, c'est pas évident. Merci, merci ma chère, merci, c'est très gentil. Alors, je sais pas si je dois commencer parce que, bonsoir, bonsoir Amoula, comment vas-tu? Alors, je suis contente, vous êtes là, donc je ne me sens pas seule, ça me fait plaisir. Eid Mubarak. باش ما تمنيتو ان شاء الله meilleurs vœux santé bonheur والله يتقبل منا يا ربي الله يثبت الاجر de رمضان اللهم امين pour tout le monde. Merci. Je sais pas comment inviter, donc je sais pas si c'est instantané ou bien c'est à moi de faire des petites démarches. Donc, j'ai jamais fait un live ici directement de Facebook, surtout d'une plateforme de l'association. Donc, mais je crois que c'est... Hey, Ajin Tebetlo, vous êtes là. Eid Mubarak, Hassan. Merci. Rabbi Khalik pour tout le monde, Inch'Allah, Rahman Rahim. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi, je suis là. Donc, rebonsoir, belle présence. Je suis là suite à l'invitation de la médiathèque. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, la médiathèque de Tanger. Et puis, pour cette belle initiative. Et puis, je remercie spécialement Taoufik El-Hamzaoui et Hassan pour cette invitation. Ça me fait vraiment, ça me touche énormément. Et le fait d'être ici parmi vous. Ok. Alors pourquoi je suis là? Donc j'espère que la connexion n'est pas trop naze parce que parfois ça me joue des... Abdelrahim, merci. Merci, c'est très gentil. Ça me joue des tours donc c'est pas évident. Ok. Alors je suis là pour parler de mon œuvre. Donc, j'ai pas apporté l'œuvre, je l'ai pas, donc excusez-moi. Je peux l'apporter, s'il vous plaît. Je suis nouvellement comme YouTubers, donc j'arrive pas. Je prends le livre et j'arrive. Ok. C'était vite, hein, quand même. Je crois que ça va se voir à l'inverse parce que c'est un selfie, mais je sais pas. En tout cas, le voilà. Alors, je suis ici pour présenter mon œuvre. Il s'agit de Quand Dieu n'est plus au pays du monde. C'est le second récit manuscrit de l'auteur Belfri Iman en 2017, édition Rimmel. Ok. Alors, je suis Iman Belfri, je suis professeure au lycée de la langue de Molière. Alors, la langue de Molière, la langue de Voltaire, pourquoi pas la langue de Voltaire? Ceci est un sujet à discuter, à débattre. Donc, ce n'est que partie remise, ça serait la prochaine fois, Inch'Allah. En tout cas, le livre ici se compose de 9 chapitres. Et c'est une grande mise en abîme, c'est-à-dire, bonjour Diane, comment vas-tu? Bonjour Paris, bonsoir, bonjour, bonsoir, pour moi c'est un peu, je suis déroutée avec Ramadan. Ok, alors je dis l'œuvre se compose de 9 chapitres et c'est une grande mise en abîme. Une mise en abîme, c'est-à-dire c'est un récit dans d'autres récits. Ok, donc il y a plusieurs conteurs. Il y a un narrateur, une narratrice plutôt, et des conteurs. Donc une narratrice qui est femme, personnage femme, et des conteurs qui sont des personnages hommes. Ok. Alors pourquoi choisir? Bien sûr, il y a plusieurs péripéties.
qui pimentent, qui sont un peu très plein d'aventures, qui pimentent la trame du récit, les péripéties. Et le personnage principal, l'un des personnages principaux, parce que vraiment il n'y a pas de personnage principal dans l'œuvre, mais l'un des personnages principaux c'est l'Aïla. Alors il s'appelle en français Aïla, mais finalement tout le monde sait qu'il s'agit de l'Aïla. Pourquoi l'Aïla? Premièrement, c'est peut-être je suis fidèle à mes semblables, la gente féminine. Deuxièmement, je suis fidèle au nord du Maroc. Alors toutes les femmes s'appellent Aïla. Donc Aïla, ça ne veut pas dire que c'est une jeune petite fille, mais plutôt on peut dire aux femmes Aji al-Aïla, Ankolek al-Aïla, donc c'est une femme adulte. Et bien quand même, on l'appelle par l'Aïla. Ça, c'est un truc typique du nord du Maroc. Donc je peux dire que ça a Tanger, Tétouan, peut-être même Chaoun, je pense. Donc, c'est typiquement nord du Maroc. Mais moi, je veux l'attribuer à Tanger. Donc, je suis très claire là. Il s'agit de Aïla Tanjaouia de Tanger. Alors, comment il est ce personnage? Donc, c'est un personnage, vous allez le découvrir. C'est un personnage à part. Ok, parlons de l'œuvre. Certains disent que l'œuvre, c'est un conte science-fiction fantastique. Ok, d'aucuns disent qu'il s'agit d'un conte fantastique, d'un conte qui relève de la science-fiction. D'autres disent non, c'est un conte plutôt philosophique. Et moi, pour toute sincérité, je pense que tout est mêlé là, tout est là. Donc, je ne pourrais dire, j'en ai peur, qu'il s'agit d'un conte science-fiction, fantastique, philosophie. Donc, je ne peux pas certifier parce que quand j'étais en train d'écrire cette histoire, donc c'était le cadet de mes soucis de limiter un genre spécifique. Je voulais seulement me défouler, m'amuser et peut-être me penser un peu les mots, donc tout ce que je ne pouvais pas dire en face, peut-être j'ai pu le dire à travers l'écriture, donc tout est là. Alors, science-fiction, pour les gens qui disent, pour certains lecteurs, pardon, qui disent qu'il s'agit d'un conte qui relève de la science-fiction, oui, c'est vrai, ça peut être parce que l'histoire, la petite histoire fictive, elle se passe dans un futur très très lointain. Alors, 2990, c'est-à-dire 3000 presque. Donc, imaginez. Un conte fantastique, oui, il y a le prince, le thème du prince charmant qui va sauver la princesse qui est en détresse, qui va sauver et qui va bien sûr réussir à avoir cette princesse pour lui. Le thème est là, mais disons que c'est autrement. Parce qu'il ne va pas sauver la princesse d'une sorcière ou bien d'un dragon, puisque c'est la princesse qui, en fin de compte, c'est une sorcière, c'est un dragon maléfique. Donc imaginez. Et je peux dire que c'est un conte philosophique parce que il y a du pamphlet. Alors le pamphlet peut passer inaperçu. Sérieusement, il ne peut pas passer inaperçu, il est là. Et surtout ce pamphlet qui relève d'un arrière-goût un peu féministe. Voilà. Je peux dire que c'est une petite parodie de Mille et une nuits. Alors Mille et une nuits, vous connaissez tous la princesse. C'est une princesse, je présume? Non. Alors Shahrayar, qui était contrainte de raconter des histoires, d'improviser des histoires sans fin, hein, c'est-à-dire pour garder le suspense, pour séduire le prince Shahrayar, juste pour être en vie. Alors là, moi je trouve cette situation très humiliante. C'est une femme qui n'a pas pu c'est-à-dire qui a tout fait pour plaire à Shahrayar. Et moi, en tant que lectrice, ça m'indigne. Je suis en colère. Donc, ce genre de conte, tout autant aussi, tout le monde connaît Blanche-Neige quand même, le conte de Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, elle était contrainte aussi pour rester dans la maison des nains. Alors, elle était contrainte de faire le ménage, de laver le linge, de tendre le linge, alors de faire à manger, de préparer. Alors, tout ça pour rester à l'abri
sous la protection des nains. Et ça, c'est du chantage. Donc, je trouve ça dégradant un peu. Pourquoi ce stéréotype? Pourquoi ce cliché? Alors, je pense que pendant toute l'histoire à travers l'histoire des contes, hein, alors toutes ces femmes, toutes ces princesses, qu'est-ce qu'elles font? Elles se plient au moindre caprice, au moindre désir de l'homme, du prétendu homme, du prétendu prince, pourvu que ce prince puisse l'aimer, la laisser en vie, l'accepter, etc., etc. Alors, si je parle de la fille qui est première lecteur visée, donc imaginez des filles qui sont le lecteur ciblé, c'est-à-dire les premiers lecteurs visés, c'est les filles, et puis viennent les garçons aussi. Alors imaginez une fille qui lit ce genre de clichés, de stéréotypes, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être formatée. Alors toute sa vie, elle va être persuadée qu'elle est née pour satisfaire les caprices de cet homme-là, c'est-à-dire quoi que de plus normal, c'est la norme. Alors chose qui n'est pas normale du tout. Et pour un garçon, deuxième lecteur ciblé, visé, des contes de ce genre, alors lui, il va être convaincu que la douce moitié, que la femme, elle est créée juste pour lui. Hein, parce qu'il est là, on va lui créer une femme, une douce moitié, une douce princesse, une douce lady qui va être qui doit, hein, attention, qui doit non seulement être belle, mais aussi forte. Tout ça pour garder le respect, la sympathie, l'amour, etc. de son homme et de son prince. Alors moi, je trouve ça dégradant, sexiste, voire discriminatoire. Parce que c'est pas la vérité et ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors avec le changement, c'est-à-dire de plus en plus vieille, adulte, vieux, adulte, c'est-à-dire plus il y a l'âge, on prend de l'âge, plus on est conscient de ce stéréotype, de ce cliché qui est d'ailleurs vraiment érodé. C'est pas un exemple, alors que certains risque de le prendre pour l'argent comptant, c'est-à-dire pour de la pure vérité, la pure réalité. Alors que c'est pas vrai, pas du tout. En tout cas, moi, ça m'indigne. Je suis en colère parce que j'ai des filles moi aussi. Alors pourquoi je vais les laisser voir Blanche-Neige, lire les contes des Mille et une nuits parce que la femme est là pour satisfaire, elle fait tout pour non seulement pour rester en vie, mais plutôt pour garder la sympathie et l'amour de cet homme-là. C'est-à-dire c'est du chantage. C'est plus qu'un chantage affectif. Et réellement, de nos jours, on voit que la fille, elle fait plus, elle doit travailler double, elle va faire le double de ce que l'homme fait, pourvu hein, qu'on l'aime comme elle est, pourvu qu'on accepte comme elle est, pourvu. Ça reste toujours du chantage. Il est temps de bannir ce stéréotype. Alors, avant d'anticiper plus, parce que je dois attiser votre curiosité normalement, mais je ne sais pas comment le faire parce que je parle trop. Donc, pour vous donner un petit arrière-goût, donc je vais vous lire un petit chapitre, quelques paragraphes bien sûr du chapitre, un extrait de l'œuvre. Il est intitulé « La ville ». Donc, à vous, Houria courait à toutes jambes au milieu de la forêt noire, longeant la Méditerranée, comme si tous les diables de l'univers étaient à ses trousses. Elle se tordait de douleur, mais ne put ralentir. Elle devrait oublier son maudit poing de côté. Elle écarta une branche de ses yeux avec sa main droite, la coupa de l'autre, puis la métamorphosa habilement avec son couteau en un bâton polyvalent, une arme redoutable contre toute agression humaine ou animale fût-elle. Houria capota dans le Loir, l'épaule de son poupon suspendu à son dos, à l'aide d'un long drap chaud. Amel
Son petit bébé de 7 mois ne risquerait point de se réveiller. Sa mère lui avait donné une demi-cuillerée du sirop somnifère. Elle avait tout prévu pour qu'on n'arrachât point son petit foie de ses bras. La femme, l'arc bien caché entre les rochers, desserra son étreinte à regret et lui ajusta le gilet de sauvetage. L'appel de la prière de l'aube retentit dans les cantons de la ville blanche qu'elle avait décidé de quitter. Elle eut du mal à accueillir le son aigu martyrisant ses sens. Pourquoi Dieu avait fait cela de ces mortels? Bouillonna-t-elle tout en ramant. Dieu avait-il cessé d'exister dans cette zone, qui ne serait bientôt qu'un point obscur et vil, pensa-t-elle. Hurriyet prit une longue inspiration et rama de plus belle vers la ville verte, où tout irait bien. Elle ne regretta point sa ville, où les friands de la chair féminine s'étaient tellement noyés dans les plaisirs charnels qu'aucune religion ou valeur éthique n'avait pu les repêcher. Le retour aux mœurs des ères ténébreuses s'était imposé pour mettre fin à ce fléau. Ainsi, suite aux longues années arrosées de la honte des maisons closes, les sages de la ville blanche avaient promulgué la loi d'exécuter toutes les nouveau-nés filles, créatures sataniques qui sèment de la destruction sur terre. Je passe. Emportée, étourdée par les parfums de la liberté, elle sent déjà le parfum de la ville où tout irait bien. Hurriyet sursauta soudain au grincement de la barque heurtant la rive. Elle drapa son bébé, le noua à son dos, humant la première bouffée saligne de la ville verte où Ève se trouverait en paix. Soudain, 2 mains fortes entravèrent sa marche. D'autres ligotèrent ses poignets derrière son dos, prenant soin de lui arracher son bébé. Une voix rude vociféra. « Encore une fille! Ah, quel gâchis !» Fourbue, la femme n'eut pas le temps de banaliser cette nouvelle violence, plus cruelle que la précédente. Elle vit, comme dans un cauchemar sous les lumières embrumées d'une aube qui refusait de jaillir, une queue, non, 2, plutôt plusieurs queues de femmes ligotées. Un long frisson parcourut le long de son échine. Elle eut si froid et peur de deviner la réponse. « Où vont ces femmes enchaînées ?» cria-t-elle. « Pour les exciser, épargner les hommes de leur lubricité satanique, » répondit une voix rude, sans visage. Fin de chapitre 4, je pense. Voilà, donc je vous ai donné un peu l'arrière-goût de ce qui va arriver dans l'œuvre. Alors, passons. Vous allez me dire, Laïla est un personnage. Alors, ce chapitre-là, c'est un conteur qui fait partie des otages, des esclaves de Laïla. C'est lui qui raconte ce conte-là. Alors, il doit raconter des histoires pour amuser, pour distraire la femme Aïla. Donc, imaginez, c'est un peu l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Aïla directement? Point de vue de l'Aïla. Et si on inversait les rôles? Ok? Que se passera-t-il? Alors, l'Aïla l'a fait diabolique, elle est justicière. Alors là, elle est justicière. Et elle a fait des suggestions de démons, comme disait Bossuet. Imaginez rendre la monnaie à l'homme. Imaginez qu'on pourrait faire souffrir l'homme comme avaient souffert toutes ces femmes-là et pendant une éternité. Ben voilà, c'est parti. Alors, pour rendre la monnaie, qu'est-ce qu'elle a prévu? Primo, les femmes se vengent, exécutent les hommes à leur aise, sans scrupule aucun. Selon elle, les hommes sont à la base, plutôt sont la source de tous les maux sur terre. Ok. Secondo, les hommes
deviennent des cobayes d'une grossesse artificielle qu'ils ne peuvent ni assurer ni assumer d'ailleurs. Ok? Alors si certains réussissent à survivre, eh ben, tant mieux. Sinon, bon débarras, un de moins. Et tertio, les hommes deviennent des esclaves. Pour ne pas mourir, ils doivent bien choisir leur compte. Surtout pas raconter leurs aventures glorieuses de pervers narcissiques. Sinon, il ira tout droit à la machine. Alors là, je m'omettrai de vous dire c'est quoi cette machine, parce que sérieusement, et l'horreur. Alors là, l'horreur incarnée sur Terre, ok? Et je note bien que la justicière, elle trouve plutôt injuste qu'il n'y ait pas de châtiment pour ces crimes parfaits. Alors, c'est quoi ces crimes parfaits? Les crimes des pervers narcissiques qui réussissent à démolir, à détruire la femme physiquement et moralement. Alors, ces crimes qui semblent parfaits sont jamais punis par la justice. Et pour elle, puisque la justice ne fait pas ça, alors il prend le rôle de la justicière et c'est à elle, partant, de faire le sale boulot, le sale travail que le système juridique ne peut ou bien ne veut faire. Donc c'est ça un peu